Mon mari est parti travailler en Antarctique et il est revenu avec une amante. Il a dit « Elle va vivre dans notre maison maintenant ». Je suis restée sous le choc. Il a encore ajouté « Je ne demande pas la permission, je te préviens ». Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement laissé un mot sur la porte du réfrigérateur. Un secret sera révélé dans 48 heures. Et je suis partie. 48 heures plus tard. Sa vie n'a plus jamais été la même. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 53 ans et je vis à Lyon, en France. Avant de commencer cette histoire, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de me dire dans les commentaires d'où vous écoutez en ce moment. J'avais passé tout l'après-midi à préparer ce dîner. Le bœuf bourguignon, son plat préféré, celui que je ne cuisinais que pour les grandes occasions. La table était dressée avec la nappe en lin blanc que nous avions reçue pour notre 10e anniversaire de mariage. Des bougies allumées. Une bouteille de Côte du Rhône ouverte pour qu'elle respire. J'avais même mis mes boucles d'oreilles en or, celles qu'il m'avait offertes 3 ans plus tôt, parce que je voulais être belle quand il rentrerait. Il avait été absent presque 1 mois, parti en Antarctique pour une mission de recherche scientifique. 1 mois pendant lequel il m'appelait presque chaque jour. Il me disait qu'il avait hâte de me revoir, qu'il pensait à moi, qu'il s'ennuyait de mon odeur sur l'oreiller. J'avais cru chaque mot, chaque syllabe, chaque silence entre les phrases. 15 ans de mariage, et je croyais encore. Ce soir-là, en retirant mon tablier et en ajustant mes boucles d'oreilles devant le reflet de la fenêtre de la cuisine, je me suis dit que cette nuit allait être parfaite. Une de ces nuits dont on se souvient longtemps. J'avais raison là-dessus. Mais pas du tout pour les raisons que je croyais. À 20h17, je me souviens encore de l'heure exacte sur l'horloge de la cuisine. J'ai entendu la clé dans la serrure. Mon cœur s'est accéléré. Je me suis regardée une dernière fois dans le reflet de la fenêtre. J'ai passé la main dans mes cheveux et j'ai souri toute seule, comme une femme qui attend depuis trop longtemps quelqu'un qu'elle aime vraiment. La porte s'est ouverte et le monde s'est arrêté. Il est entré avec une valise, puis une autre. Puis il s'est retourné vers le couloir et a dit, à voix haute, sans me regarder une seule seconde, « Viens, chérie, entre. » Une femme est entrée dans mon appartement, la trentaine, un manteau beige, une valise à roulettes. Elle a regardé autour d'elle avec cet air de quelqu'un qui évalue un espace qu'il envisage d'occuper pour longtemps. J'étais figée à l'entrée de la cuisine, le torchon encore à la main, le bœuf bourguignon qui mijotait doucement derrière moi. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Et dans ses yeux, il n'y avait rien que je reconnaissais. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, pas de cette tendresse que j'avais appris à lire en 15 ans de vie commune. Rien. Comme si ces 15 années n'avaient jamais existé. Il a dit, calmement, comme s'il annonçait quelque chose de parfaitement ordinaire, « Elle va habiter ici maintenant. » J'ai cru avoir mal entendu. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit, avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver, « Pardon. » Il a jeté les clés sur le buffet. Le même buffet que nous avions acheté ensemble chez un antiquaire du Vieux-Lyon lors de notre 2e année de mariage. Et il a dit, sans même croiser mon regard, « Je ne te demande pas la permission. Je t'informe, c'est tout. » Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes, mais j'ai vécu toute une vie entière dans ces 3 secondes-là. Je l'ai regardé comme on regarde quelqu'un qu'on croit connaître et qu'on réalise, en un seul instant, être un parfait étranger. 15 ans. 15 ans à construire quelque chose ensemble, jour après jour, sacrifice après sacrifice. Et il se tenait là, dans mon salon, avec une autre femme et ses valises, en me disant qu'il ne me demandait pas la permission. Comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Comme si 15 ans ne valaient rien du tout à ses yeux. La femme, son amante, a regardé la table mise, les bougies allumées, le vin ouvert. Puis elle m'a regardé avec une expression que je ne saurais pas tout à fait décrire, même aujourd'hui. Ce n'était pas de la cruauté, c'était pire. C'était de l'indifférence totale. Comme si je n'existais pas. Comme si j'étais un meuble parmi les autres. Il a vu les 2 assiettes sur la table. Il a eu un sourire en coin que je n'avais jamais vu sur son visage en 15 ans, et il a dit « Puisque tu as préparé une surprise. Mais une assiette de plus. Elle fait partie de la maison maintenant. Et si tu veux rester, tu cuisineras pour nous 2. » Ces mots.
Ces mots-là. Je les entends encore aujourd'hui avec la même netteté que le premier soir. Cuisiner pour eux deux. Dans ma propre cuisine. Sur ma propre table. Avec ma propre nappe en lin blanc. Une humiliation que les mots ordinaires ne suffisent pas à mesurer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien lancé contre le mur, même si l'envie était là, comprimée dans ma poitrine. Je suis allé jusqu'au tiroir de la cuisine. J'ai pris un stylo et une feuille de papier. J'ai écrit 6 mots. J'ai plié la feuille et je l'ai fixée sur la porte du réfrigérateur avec le magnet de Paris que nous avions ramené de notre voyage de noces, il y a 15 ans. Ensuite, j'ai pris mon sac, mon manteau gris, et je suis sorti sans dire un seul mot. En fermant la porte derrière moi, j'ai entendu sa voix dire à l'autre, avec un rire dans la gorge, « Elle va revenir dans quelques heures. C'est le genre de femme qui revient toujours. » Et ils ont ri tous les deux, fort, sans aucune retenue, comme si j'étais un personnage ridicule dans une pièce de théâtre que je n'avais pas choisi de jouer. Comme si 15 ans de ma vie méritaient exactement ça. Dehors, dans la rue froide de Lyon, avec le vent qui descendait du Rhône et l'odeur de châtaignes grillées venant du quai Saint-Antoine, je n'ai pas pleuré. J'ai respiré lentement. J'ai pensé au billet que je venais de laisser sur cette porte. Ce billet sur lequel j'avais écrit, en lettres calmes et précises, « Un secret sera révélé dans 48 heures ». Quand il l'a vu, il l'a froissé et jeté à la poubelle. Il a dit à son amante que j'étais dramatique, qu'il me connaissait, qu'il savait que je n'aurais jamais le courage de faire quoi que ce soit. Ils ont continué leur soirée dans mon appartement, à ma table, avec mon vin, avec mon dîner. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer dans ces moments de rires et de mépris, c'est que ce billet n'était pas le cri d'une femme blessée. Ce n'était pas un geste de désespoir. C'était l'annonce froide et précise d'un plan construit en silence pendant 2 ans entiers. Un plan divisé en 6 étapes, et dans exactement 30 minutes, la première étape allait commencer. Mais avant que je vous raconte ce qui s'est passé, je veux vous laisser avec une seule question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme capable de préparer un dîner aux bougies, de mettre ses plus belles boucles d'oreilles et d'attendre son mari avec le sourire? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une telle femme est capable de planifier quelque chose d'aussi précis, d'aussi froid, d'aussi implacable? Parce que la réponse va vous surprendre profondément. Et nous ne sommes qu'au tout début de cette histoire. Pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces 48 heures, vous devez d'abord comprendre une chose essentielle sur moi. Je ne suis pas une femme naïve. Je m'appelle Claire, j'ai 53 ans, et pendant 15 ans, j'ai été directrice financière de l'entreprise familiale que mon beau-père avait fondée dans les années 80, que mon mari avait hérité, et que j'avais contribué à faire grandir avec mes propres mains, mes propres nuits blanches, mes propres sacrifices silencieux que personne ne voyait mais que je comptais, un par un, année après année. Je connaissais chaque chiffre de cette entreprise, chaque contrat, chaque ligne du bilan, chaque fournisseur, chaque partenariat signé, chaque accord verbal honoré. Cette entreprise, je l'avais portée autant que lui, même si son nom était sur la porte et pas le mien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que certaines personnes sont tellement habiles à dissimuler ce qu'elles font vraiment, qu'elles peuvent vous regarder dans les yeux chaque matin pendant des années sans que vous ne voyiez jamais rien. Et mon mari était précisément l'une de ces personnes. Je l'ai compris un soir de septembre, dans un bureau au store BC, face à un homme qui choisissait ses mots avec le soin de quelqu'un qui porte une nouvelle très lourde et qui sait qu'elle va tout changer dans une vie. Tout a commencé 2 ans avant cette nuit de novembre. Un auditeur externe que nous avions engagé pour une révision de routine m'a convoqué dans son bureau avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en toutes ces années de collaboration. Il a fermé la porte derrière lui avec soin. Il a posé un dossier sur la table entre nous et il a dit, très calmement, avec cette voix de quelqu'un qui pèse chaque mot avant de le prononcer. « Madame, il y a des trous dans les registres financiers, des virements qui ne correspondaient à aucune facture réelle, des fournisseurs qui existaient sur le papier mais nulle part ailleurs dans la réalité vérifiable. Une société basée quelque part en Europe qui recevait des paiements réguliers depuis plusieurs années, des paiements que je n'avais jamais autorisés, dont je n'avais jamais entendu parler,
et dont l'existence entière avait été soigneusement dissimulée dans les couches les plus profondes de notre comptabilité, là où personne ne regardait jamais sans raison précise. J'ai regardé ces chiffres pendant un long moment, assise en face de cet homme qui attendait ma réaction avec précaution, comme quelqu'un qui vient d'annoncer quelque chose d'irréversible et qui mesure l'impact dans le silence qui suit. Et puis, très lentement, quelque chose a commencé à changer en moi. Pas une certitude encore, pas une conclusion définitive, mais une sensation, froide, lourde, précise, qui s'installait au centre de ma poitrine comme une pierre qu'on n'arrive plus à déplacer. La sensation que ce que je voyais sur ces feuilles n'était pas une erreur comptable. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une négligence passagère. C'était quelque chose de voulu, de construit, de maintenu dans le temps avec une intention très claire. Quelqu'un avait fait ça, délibérément, pendant des années. Et ce quelqu'un connaissait cette entreprise aussi bien que moi. Le problème, c'est que je n'avais pas encore assez de preuves pour agir. Seulement des indices, des chiffres qui ne s'ajustaient pas, des traces effacées, avec une compétence qui m'a véritablement glacé le sang, parce que celui qui avait fait ça connaissait parfaitement les systèmes de l'intérieur. Il connaissait exactement les failles. Il savait jusqu'où il pouvait aller sans déclencher la moindre alarme visible. Et j'avais besoin d'une certitude absolue avant d'agir. Pas de soupçon, pas d'intuition, des preuves irréfutables, solides, inattaquables devant n'importe quel tribunal. Alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je ne suis pas allée à la police. Je n'ai pas contacté un avocat. Je n'ai pas confronté mon mari. J'ai engagé une détective privée, une femme recommandée par une amie d'amis dont je ne dirai pas encore le nom et dont je ne révélerai pas encore le rôle exact dans cette histoire. Parce que si je vous dis maintenant qui elle est vraiment, vous ne croirez pas ce que je vais vous raconter ensuite. Certaines vérités doivent être révélées au bon moment pour être pleinement comprises. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'elle était extraordinairement compétente, méthodique, froide dans le bon sens du terme, pas insensible, mais précise. Quelqu'un qui savait exactement comment travailler sans laisser de traces, sans déclencher de méfiance, sans jamais faillir dans les moments les plus délicats. Pendant 2 ans, elle a travaillé dans un silence total. Elle m'envoyait des rapports codés à des heures improbables. Nous nous parlions rarement au téléphone et quand nous le faisions, c'était toujours bref, précis, sans aucun détail superflu. Et progressivement, très progressivement, au fil de ces 2 années de travail silencieux et méthodique, un tableau a commencé à se dessiner devant moi. Un tableau que je regardais chaque soir après avoir raccroché avec mon mari, après avoir répondu à ses messages affectueux, après avoir souri à ses blagues du dîner, après avoir joué jusqu'au bout le rôle de la femme qui fait confiance, qui croit, qui attend. 2 ans de ce double jeu quotidien épuisant. 2 ans à porter quelque chose d'écrasant en silence, sans pouvoir en parler à personne. Pas même à ma sœur, pas même à ma meilleure amie. Et pendant tout ce temps, lui continuait sa vie normalement. Il gérait l'entreprise le jour, il rentrait le soir. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il riait, il planifiait nos vacances. Il me disait qu'il m'aimait, avec la même facilité qu'il avait toujours eue. Et moi, je répondais. Je souriais. Je planifiais avec lui. Parce que je n'avais pas encore toutes les preuves. Et sans toutes les preuves, je n'avais rien de suffisant. Alors j'attendais. Et j'observais. Et je me taisais. La détective avait reconstitué une grande partie du puzzle. Mais il manquait encore une pièce cruciale, sans laquelle le dossier ne serait pas complet. Une pièce que personne ne pouvait obtenir à distance, ni par des recherches documentaires seules. Une pièce qui nécessitait que quelqu'un s'approche de lui physiquement. Quelqu'un en qui il aurait suffisamment confiance pour parler librement, pour baisser sa garde, pour dire des choses qu'il ne dirait jamais dans un contexte normal. Et c'est là que la détective m'a proposé quelque chose d'absolument audacieux. Quelque chose d'inimaginable. Quelque chose qui allait demander encore des mois de patience et une dose de courage que je devais trouver au plus profond de moi. Elle irait le trouver là où il était le plus loin du monde. Là où l'isolement finit toujours par faire tomber les masques les mieux ajustés. Elle irait le trouver en Antarctique. Et quand je vous dirai ce qu'elle a découvert là-bas, et surtout qui elle est vraiment,
Vous comprendrez pourquoi cette femme qui est entrée dans mon appartement cette nuit-là avec ses valises n'était absolument pas ce qu'elle semblait être. Il était 21h42 quand il a reçu le premier message. Je connais l'heure exacte parce que j'étais assise dans un café du quartier de la Croix-Rousse, ce quartier haut de Lyon où les Canutes tissèrent la soie au XIXe siècle. Avec ses rues pavées et ses fenêtres hautes qui donnent sur la ville en contrebas, les deux mains autour d'un café crème que je n'arrivais pas à avaler, le téléphone posé devant moi sur la table en bois sombre, en train d'attendre. La détective m'avait envoyé un message simple, 3 mots seulement. C'est parti, Claire. J'ai posé mon café. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient dans le froid de novembre. Et j'ai pensé à lui, de l'autre côté de la ville, dans mon appartement, avec mon vin, avec ma nappe en lin blanc, avec cette femme dont il ne connaissait pas encore le vrai visage. Dans exactement 30 minutes, sa nuit allait changer pour toujours. Et lui ne le savait pas encore. Le message envoyé depuis un numéro qu'il n'avait jamais vu disait simplement « Nous connaissons votre passé et ce que vous avez fait en Italie il y a 5 ans. » C'est tout. Pas de menace explicite, pas de demande, pas de signature. Juste cette phrase posée là comme une pierre froide au fond de l'estomac. Il m'a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, la voix encore assez assurée à ce stade-là. « Chérie, rappelle-moi. Il se passe quelque chose d'étrange. » Je l'ai écouté. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Et je n'ai pas répondu. Parce que sa confusion mentale faisait entièrement partie du plan. Parce que chaque minute qu'il passait à essayer de comprendre ce qui se passait était une minute où il ne contrôlait plus rien. Et pour un homme qui avait passé des années à tout contrôler, à tout calculer, à tout dissimuler avec méthode, perdre le contrôle était la chose la plus déstabilisante qui puisse lui arriver. Il est allé jusqu'au réfrigérateur. Il a cherché mon billet. Il l'a relu. Il l'a froissé une nouvelle fois et jeté à la poubelle en disant à son amante que j'étais dramatique, que c'était du théâtre, que je reviendrais dans quelques heures. Mais cette fois, quand il a dit ces mots, sa voix n'avait plus tout à fait la même assurance. Parce qu'il y avait maintenant ce message. Ce message d'un numéro inconnu qui parlait de l'Italie avec une précision qui n'aurait pas dû être possible. L'Italie. Pas n'importe quel pays. Pas une allusion vague à son passé professionnel. L'Italie. Et comment quelqu'un pouvait-il savoir? Comment quelqu'un pouvait-il parler de ça avec cette conviction, ce sang-froid, cette certitude absolue? Il a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Son amante a essayé de s'approcher. Il a écarté son bras sans même la regarder. Et dans ce geste-là, sans qu'il le sache encore, quelque chose avait déjà commencé à se défaire. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ça m'aide vraiment à continuer. Maintenant, revenons à cette nuit. C'est au milieu de la nuit, à 2h17 du matin, que quelqu'un a sonné à la porte de l'appartement. Il s'est levé d'un bond. Il a regardé par l'interphone. Il n'y avait personne visible dans le couloir. Il est descendu. Et sur le pas de la porte de l'immeuble, il y avait une boîte noire. Petite, sans expéditeur, sans étiquette d'aucune sorte. Juste une boîte noire posée là dans le silence de la nuit lyonnaise, sous la lumière froide du couloir d'entrée. Il l'a prise dans ses mains. Il l'a retournée dans tous les sens. Rien. Il est remonté. Il l'a posée sur la table de la cuisine, ma table, celle où quelques heures plus tôt il avait mangé mon dîner avec une autre femme. Et il l'a ouverte lentement, comme si une partie de lui redoutait déjà ce qu'il allait trouver à l'intérieur. Dans la boîte, il y avait 3 choses. Une clé USB, une photographie et un contrat. Il a pris la photographie en premier. Et là, quelque chose en lui s'est fissuré. La photo montrait une salle de réunion dans une ville qu'il a reconnue immédiatement. Il était assis à la table. Il y avait 3 autres hommes autour de lui. La photo avait été prise d'un angle élevé, depuis une caméra qu'il n'avait jamais remarquée, dans une salle qu'il croyait parfaitement sûre. Comment? Comment quelqu'un avait-il pu entrer dans cet endroit sans qu'il s'en aperçoive? Comment quelqu'un avait-il pu installer une caméra dans cette pièce précise, lors de cette réunion que si peu de personnes au monde étaient censées connaître? Il a posé la photo. Il a pris le contrat.
et ses mains ont commencé à trembler légèrement. C'était le contrat d'une société dont l'existence entière était censée être un secret absolu, avec sa signature sur la dernière page. Sa vraie signature. Pas une copie. Pas une reconstitution. Son écriture exacte, ses initiales, le stylo bleu qu'il utilisait toujours pour les documents importants. Il a posé le contrat sur la table. Il a pris la clé USB. Il l'a insérée dans son ordinateur portable. Et il a passé les heures suivantes à lire des emails qu'il avait échangés avec des partenaires à l'étranger, des fichiers audio de conversation qu'il croyait avoir effacés pour toujours, des documents qui racontaient avec une précision chirurgicale des choses que personne au monde n'aurait dû pouvoir reconstituer. Tout était là, organisé, daté, classé. Comme si quelqu'un avait passé 2 ans à reconstruire méticuleusement chaque pièce d'un puzzle qu'il avait cru disperser définitivement. À 4 heures du matin, il a finalement fermé l'ordinateur. Son amante dormait sur le canapé. Il est resté assis dans le noir de mon salon. Et pour la première fois depuis très longtemps, il a eu vraiment peur. Pas d'une menace abstraite, pas d'un concurrent identifiable, peur de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. Peur de l'ampleur de ce qu'on semblait savoir sur lui. Il a commencé à m'envoyer des dizaines d'appels, des messages vocaux de plus en plus désespérés. Il disait qu'il avait mis fin à la relation, qu'il avait besoin de moi, que des choses étranges se passaient. Je lisais chaque message, j'écoutais chaque audio, et je ne répondais pas, parce que la 2e étape était terminée, et la 3e était sur le point de commencer. Mais voici ce que vous devez vous demander maintenant. Comment avais-je récupéré ces documents qu'il croyait avoir effacés à jamais? Comment avais-je eu accès à cette photographie prise dans une salle secrète? Et qui était l'homme qui allait s'approcher de lui le lendemain matin dans une brasserie de Lyon pour lui remettre quelque chose qui allait le faire entrer en panique totale? La réponse va vous surprendre plus que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Le lendemain matin, il est sorti de l'appartement de bonne heure. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de penser. Son amante dormait encore, ou faisait semblant de dormir, ce que je comprendrai bien plus tard pour des raisons qu'il n'imaginait pas. Et il ne voulait être près de personne en ce moment précis. Il a enfilé son manteau, pris ses clés, et il est descendu dans la rue sans faire de bruit, comme un homme qui fuit quelque chose qu'il ne sait pas encore nommer. Les rues de Lyon à cette heure matinale ont quelque chose de particulier. Les pavés encore humides de la nuit, les volets qui s'ouvrent lentement sur les façades ocre et grises, l'odeur du pain chaud qui sort des boulangeries, les premiers tramways qui glissent en silence sur les rails mouillés. Tout cela continuait. La ville continuait. Comme si rien ne s'était passé. Comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer sous ses pieds à lui. Il est entré dans une brasserie proche de la place Bellecour. Il a commandé un double expresso. Il s'est assis près de la fenêtre avec son manteau encore fermé, les yeux dans le vague, regardant la grande place sans vraiment la voir. Lyon se réveillait doucement ce matin-là. Des garçons empilaient des chaises sur les terrasses. Une femme traversait la place avec un petit chien. Un cycliste passait en silence le long des arbres dépouillés de novembre. Tout était normal. Tout était absolument, cruellement normal. Et lui était assis là, avec une nuit blanche derrière lui, les images de ses documents plein la tête, et ce sentiment qui ne le quittait plus depuis la veille au soir, ce sentiment que quelqu'un savait. Quelqu'un savait des choses qui auraient dû rester enfouies pour toujours. C'est à ce moment-là qu'un homme s'est approché de sa table, pas quelqu'un qu'il connaissait. La quarantaine peut-être, manteau sombre, expression parfaitement neutre. L'homme a posé une enveloppe pliée sur la table devant lui sans dire un seul mot, a fait demi-tour et est sorti de la brasserie d'un pas rapide et décidé en direction de la rue latérale. Avant qu'il ait pu réagir, avant qu'il ait pu se lever, avant même qu'il ait pu ouvrir la bouche pour appeler, l'homme avait tourné au coin de la rue et disparu complètement dans le flux de la matinée lyonnaise. Il est resté à fixer l'enveloppe pendant presque une minute entière. Son expresso refroidissait dans la tasse. Les autres clients autour de lui continuaient à parler, à rire, à lire leurs journaux du matin. Personne n'avait rien remarqué. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Comme si cela n'avait été qu'une hallucination provoquée par le manque de sommeil. Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille pliée en deux.
Aucun texte, aucune explication. Seulement 2 éléments, une date et une séquence alphanumérique. Il a regardé la date en premier, et il a senti quelque chose se contracter dans sa poitrine. C'était une date qu'il n'avait pas oubliée, qu'il n'aurait jamais pu oublier. Une date précise, un mardi précis, d'une semaine précise, 5 ans plus tôt. La date d'une réunion qui n'avait jamais dû laisser de traces, qui n'avait jamais dû exister aux yeux de personne d'autre que ceux qui y avaient participé. Et pourtant elle était là, sur cette feuille blanche, dans une enveloppe remise par un inconnu dans une brasserie de la place Bellecour. Il a dégluti lentement. Il a regardé ensuite la séquence de lettres et de chiffres inscrites juste en dessous. Et il est resté immobile. Parce que cette séquence, cette combinaison précise de caractères, n'était pas n'importe quoi. C'était un code très spécifique, convenu lors d'une réunion dans une ville étrangère. Un code que 3 personnes dans le monde entier connaissaient. Lui, un associé mort depuis 2 ans, dans des circonstances qu'il préférait ne pas évoquer. Et une 3e personne, une personne en qui il avait eu une confiance absolue et totale pendant des années. Il a plié la feuille, il l'a glissée dans sa poche intérieure, contre sa poitrine, comme si la tenir près de lui pouvait d'une façon ou d'une autre contenir ce qu'elle représentait. Il a laissé son expresso intact sur la table. Il est sorti de la brasserie sans payer. Et dehors, sur la grande place, il s'est arrêté dans le froid un long moment, les yeux mi-clos, le vent de novembre sur le visage. Une pensée très précise et très terrifiante a traversé son esprit. Était-ce vraiment moi qui orchestrais tout cela? Cette femme qui avait préparé un dîner aux bougies. Cette femme qu'il avait regardé partir avec son manteau gris sans lui accorder un seul regard d'excuse. Cette femme qu'il avait crue prévisible, inoffensive, incapable de la moindre action décisive. Est-ce que j'avais vraiment été capable d'organiser quelque chose d'aussi précis, d'aussi méthodique, d'aussi implacable? Il a sorti son téléphone, et il a commencé à m'appeler. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je ne répondais pas. Il a laissé des messages vocaux de plus en plus longs, de plus en plus désespérés, la voix progressivement dépouillée de toute cette assurance tranquille qu'il avait affichée la veille quand il m'avait dit qu'il ne me demandait pas la permission. « Chérie, je sais que tu es en colère, mais il se passe quelque chose de très grave, j'ai besoin de toi. J'ai mis fin à la relation. Elle part aujourd'hui. Rappelle-moi s'il te plaît. » Puis un autre, quelques minutes plus tard. « Claire, quelqu'un cherche à me détruire. J'ai besoin de savoir si c'est toi. Je t'en supplie, réponds-moi. » Puis encore un autre, la voix, cette fois, brisée, méconnaissable, dépouillée de tout. « Je t'en supplie, réponds. » J'écoutais chaque audio depuis ce café de la Croix-Rousse. La détective me transmettait tout sans exception, chaque appel manqué, chaque message, chaque déplacement. Et je lisais tout. Et je ne répondais à rien. Parce que la confusion dans laquelle il se trouvait faisait entièrement partie du plan. 24 heures s'étaient écoulées depuis l'humiliation. Il n'avait pas dormi. Il était seul avec ses secrets et sa peur. Il restait exactement 24 heures avant la fin des 48 heures annoncées sur ce billet qu'il avait froissé et jeté à la poubelle. Et dans quelques heures, il allait recevoir un nouveau message. Un message avec un nom d'hôtel, un numéro de chambre et une heure précise. Est-ce qu'il aurait le courage d'y aller? Est-ce qu'il résisterait à la tentation de savoir? Et surtout, qui l'attendait vraiment dans cette chambre? Parce que ce n'était pas moi. Et la vérité sur cette personne va changer absolument tout ce que vous avez cru comprendre depuis le début de cette histoire. C'est en fin d'après-midi, à 15h33 exactement, qu'il a reçu le nouveau message. J'étais encore dans ce café de la Croix-Rousse quand la détective m'a confirmé l'envoi avec ces mots simples. Étape 4, lancé. Le message provenait encore d'un numéro inconnu, différent des précédents. Cette fois, il n'y avait pas de phrase énigmatique. Pas de référence au passé. Pas de chiffres ni de date. Juste un nom d'hôtel dans le quartier de la Presqu'île. Ce centre historique de Lyon, coincé entre le Rhône et la Saône, avec ses immeubles haussmanniens aux façades beige et ses rues étroites, en pavé, que les piétons remontent en boutonnant leurs manteaux contre le vent. Un numéro de chambre, une heure précise, 18 heures. Et une instruction finale,
Une seule phrase. Votre entrée est déjà autorisée à la réception. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Juste une invitation. Froide, précise, irrésistible. Il a regardé ce message pendant un long moment. Je le sais parce que la détective me transmettait chaque détail en temps réel, avec une précision qui me donnait parfois le vertige de réaliser jusqu'où notre plan avait été construit. Il a posé le téléphone sur la table. Il l'a repris. Il a relu le message. Il l'a relu encore. Une partie de lui savait que c'était une forme de piège. Mais quel type de piège exactement? De la police? De concurrents qui voulaient le faire chanter? D'anciens associés qui avaient décidé de le trahir à leur tour? Ou, et cette hypothèse prenait de plus en plus de place dans sa tête depuis la veille, était-ce vraiment moi qui avais tout orchestré depuis le début? Cette femme qu'il avait laissée seule dans sa cuisine, avec son dîner refroidi et ses bougies qui s'éteignaient doucement. Cette femme qu'il avait crue incapable de la moindre action décisive. Il a passé l'heure suivante à marcher le long des quais du Rhône, essayant de prendre une décision. Le fleuve était gris et agité ce soir-là, le vent soulevant de petites vagues sombres contre les berges en pierre. Des feuilles mortes tourbillonnaient sur les pavés humides. Quelques promeneurs marchaient vite, le col relevé contre le froid de novembre. Et lui marchait parmi eux, invisible, portant le poids de tout ce qu'il avait fait pendant 5 ans et de tout ce que quelqu'un semblait savoir sur lui depuis 2 jours. Il pensait à la photographie dans la boîte noire. Il pensait au contrat avec sa signature. Il pensait au fichier sur la clé USB. Il pensait à cette date et à ce code sur la feuille blanche, remise par un inconnu dans une brasserie. Et il pensait à ce numéro de chambre. Et à cette heure. 18 heures. Il regardait sa montre. Il lui restait un peu moins de 2 heures pour décider. À 17h45, il est entré dans le hall de l'hôtel. Il avait décidé d'y aller. Pas par courage, par nécessité. Parce qu'un homme qui a autant de secrets qu'il en avait ne peut pas se permettre de rester dans l'ignorance de ce que les autres savent sur lui. Il devait savoir. Il devait comprendre. Et il devait regarder en face ce qu'il allait trouver dans cette chambre, quelle qu'en soit la nature. La réceptionniste, une jeune femme en uniforme marine, professionnelle, sans expression particulière, lui a tendu une enveloppe avec la clé de la chambre sans poser la moindre question, sans croiser son regard d'une façon qui puisse sembler inhabituelle. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Comme si des dizaines de personnes venaient chaque jour récupérer des clés pour des chambres dont l'entrée avait été autorisée à l'avance par quelqu'un d'autre. Il a pris l'enveloppe. Il a attendu l'ascenseur. Les secondes dans ce hall lui ont semblé interminables. Le tic-tac discret d'une horloge murale quelque part dans le lobby, le murmure feutré d'une musique d'ambiance, le bruit lointain de la circulation sur les quais dehors. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Il est entré. Il a appuyé sur le bouton de son étage. Et il a regardé son reflet dans le métal poli de la cabine d'ascenseur. Cet homme, en manteau sombre, les traits tirés par 2 nuits sans sommeil, les yeux qui n'avaient plus cette assurance tranquille qu'ils avaient eue 48 heures plus tôt quand il était rentré avec ses valises, et avait dit à sa femme qu'il ne lui demandait pas la permission. Ce trajet, du hall au couloir, du couloir à la porte de la chambre, fut le plus long de sa vie. Je l'imagine encore aujourd'hui marchant sur ce tapis bordeaux du couloir, passant devant chaque numéro de porte, entendant le murmure lointain d'une télévision derrière une cloison. Un trajet de quelques dizaines de mètres qui ressemblait à une traversée entière. Parce qu'au fond de lui, quelque chose savait. Pas exactement ce qu'il allait trouver, pas encore les détails, mais quelque chose dans cette partie de lui qui avait toujours calculé les risques avec précision, lui disait que derrière cette porte, quelque chose allait se refermer définitivement. Il s'est arrêté devant la chambre. Il a glissé la carte magnétique dans la serrure. Le petit voyant est passé au vert. Il a poussé la porte. Et ce qu'il a trouvé à l'intérieur n'était pas ce qu'il avait imaginé. Pas moi, pas un policier en uniforme, pas un ancien associé venu régler ses comptes. Dans la chambre, il y avait 3 personnes. Un homme en costume sombre, assis sur une chaise, une épaisse chemise cartonnée posée sur ses genoux, les mains croisées dessus, avec le calme de quelqu'un qui a tout son temps. Une femme debout près de la fenêtre, de dos,
qui regardait les lumières de Lyon commencer à s'allumer dans le soir qui tombait sur la presqu'île. Et un homme grand, adossé contre le mur du fond, les bras croisés, silencieux et immobile, comme une présence dont le seul rôle était d'être là. Il a regardé la femme près de la fenêtre, et il l'a reconnue avant même qu'elle se retourne. Il a ouvert la bouche, mais l'homme assis, l'avocat, comme il l'apprendrait dans quelques secondes, a levé la main avec un geste calme et précis, et a dit d'une voix posée et absolument sans émotion : « Monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à vous montrer. » Et c'est là, dans cette chambre d'hôtel au 5e étage d'un immeuble de la presqu'île de Lyon, par une soirée froide de novembre, que sa vie a commencé à s'écrouler pour de bon. Mais qui était cette femme près de la fenêtre? Et qu'est-ce que l'avocat allait sortir de cette chemise cartonnée? La réponse va vous laisser sans souffle. L'avocat a ouvert sa chemise cartonnée, et pendant les 40 minutes qui ont suivi, il a posé des documents sur la table, un par un, avec la précision méthodique de quelqu'un qui a préparé ce moment pendant très longtemps. Chaque document nommé, chaque document daté, chaque document expliqué avec une voix calme et claire qui ne montait jamais dans les aigus, qui ne cherchait pas le dramatique, qui n'en avait aucun besoin. Les faits suffisaient. Les faits, posés là un par un sur cette table de chambre d'hôtel, étaient dévastateurs à eux seuls, avec une efficacité froide et absolue que même moi, en les ayant découverts progressivement sur 2 ans, je trouvais encore vertigineuses quand je les voyais réunis ensemble. D'abord, les détournements financiers, les dates exactes, les montants précis, les comptes de destination. La société Écran enregistrée en Italie 5 ans plus tôt, avec ses statuts, ses bilans falsifiés et les virements réguliers qui remontaient directement jusqu'à lui à travers un réseau de comptes intermédiaires soigneusement construit. L'avocat expliquait chaque pièce avec la même voix posée, sans accélération, sans emphase. Il laissait les documents parler, et les documents parlaient très clairement. Ensuite, les biens immobiliers, les maisons dans des régions éloignées. Le manoir en périphérie de Nice, enregistré au nom d'un prête-nom. Les actes notariés, les relevés de propriété, les montages juridiques complexes qui s'effondraient sous le poids des preuves comme des structures fragiles que l'on n'avait jamais vraiment conçues pour résister à un examen sérieux. Il était assis en face de l'avocat, immobile, les mains à plat sur ses genoux. Il ne disait rien. Il ne protestait pas. Il ne cherchait pas à nier, à minimiser, à trouver une explication alternative. Peut-être parce qu'il comprenait que nier aurait été absurde face à l'ampleur de ce qui était posé devant lui. Peut-être parce qu'il n'avait plus l'énergie de construire de nouveaux mensonges après 2 jours sans sommeil, 2 jours de peur, 2 jours à courir après des ombres qu'il ne parvenait pas à attraper. Il regardait les documents. Il regardait sa propre signature sur des contrats qu'il pensait avoir enfouis pour toujours. Et quelque chose dans son visage s'affaissait progressivement, document après document, comme un masque qui se défait lentement sous la chaleur. Puis l'avocat a sorti la dernière feuille, celle avec la séquence alphanumérique, la même que celle remise par l'inconnu dans la brasserie le matin même. Il l'a posée sur la table sans un mot. Puis il a dit, toujours avec la même voix posée, « Cette séquence correspond à un coffre localisé à Dubaï, un coffre contenant des diamants acquis avec des fonds détournés de l'entreprise familiale sur plusieurs années. Valeur estimée à ce jour, 3 millions d'euros. » Il a regardé la feuille, puis il a regardé l'avocat, puis il a regardé autour de lui dans la chambre, comme quelqu'un qui cherche instinctivement une issue et réalise qu'il n'y en a pas. Et c'est à ce moment précis qu'il s'est tourné vers la femme debout près de la fenêtre, vers cette femme qu'il avait amenée dans mon appartement avec ses valises, vers cette femme pour qui il m'avait humilié devant ma propre table, vers cette femme à qui il avait demandé de s'installer dans ma maison comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il la regardait. Elle le regardait en retour, debout, sans bouger, avec une expression absolument neutre. Pas de culpabilité, pas de complicité, pas de cette intimité qu'il croyait avoir construite avec elle pendant ces semaines passées ensemble loin du monde. Juste un regard professionnel, calme, totalement détaché. Et il a dit, avec une voix que je n'aurais pas reconnue
tant elle était vide de toute assurance. « Qui es-tu vraiment ?» Elle ne s'est pas troublée. Elle n'a pas hésité. Elle l'a regardé avec la même neutralité et elle a dit, calmement, distinctement, sans la moindre hésitation, « Je suis détective privé. Je travaille pour votre femme depuis 2 ans. » Le silence qui a suivi cette phrase a duré peut-être 5 secondes. Mais dans ces 5 secondes, quelque chose s'est brisé en lui de manière que je crois définitive. Pas à cause des documents, pas à cause des chiffres, pas à cause des 27 millions d'euros de détournement que l'avocat venait de lui présenter pièce par pièce, à cause de cette révélation précise. Cette femme qu'il avait choisie, en qui il avait cru, pour qui il avait tout risqué, travaillait pour moi depuis le début, depuis 2 ans. Elle lui a expliqué avec une précision tranquille ce qu'elle avait fait. 2 ans d'investigation à distance d'abord, à reconstituer le dossier financier fragment par fragment. Puis, quand les dernières preuves manquaient, des confirmations qui ne pouvaient venir que d'une source directement proche de lui, elle avait accepté la mission la plus délicate de sa carrière. Aller le trouver en Antarctique, créer un lien, lui faire croire à quelque chose, et le faire parler. Il avait parlé. En croyant se confier à quelqu'un qui lui appartenait, il avait livré sans le savoir les dernières pièces qui manquaient. Les détails des transactions avec Dubaï, les noms des intermédiaires encore actifs, et le code du coffre. Ce code que personne d'autre ne pouvait connaître, et qu'il avait prononcé lui-même, librement, dans un moment où il croyait que personne d'important n'écoutait. Elle n'avait jamais été son amante au sens qu'il lui donnait. Tout avait été calculé, mesuré, professionnel. Chaque geste, chaque mot, chaque confidence partagée. Et la décision absurde et cruelle qu'il avait prise, l'amener dans mon appartement, me dire devant elle qu'il ne me demandait pas la permission, exiger que je cuisine pour eux 2. Cette décision n'avait pas été un acte de pouvoir. Ça avait été l'erreur la plus coûteuse de toute sa vie, parce qu'elle m'avait donné, devant n'importe quel juge, la preuve publique et irréfutable que j'avais été lésé de toutes les façons imaginables. Il est resté assis, les yeux fixés sur le tapis de la chambre, pendant un long moment après qu'elle eut fini de parler. Et moi, en ce moment précis, je n'étais pas encore dans cette chambre, mais j'allais y entrer dans quelques minutes. Avec la dernière pièce, avec les mots que j'avais portés pendant 2 ans et que j'allais enfin pouvoir poser là, sur cette table, devant cet homme. Et ce que j'allais lui dire calmement, sans crier, sans pleurer, allait être la chose la plus précise et la plus définitive que j'ai jamais prononcée de ma vie entière. À 18h49, la porte de la chambre s'est ouverte une nouvelle fois, et je suis entré. J'avais changé de tenue depuis la veille. Je portais mon manteau de laine gris anthracite, le même que j'avais mis en quittant mon appartement la nuit précédente, mais j'avais relevé mes cheveux et retiré mes boucles d'oreilles en or. Ces boucles qu'il m'avait offertes 3 ans plus tôt. Ces boucles que j'avais mises avec soin cet après-midi-là pour l'accueillir, parce que je voulais être belle quand il rentrerait. Il ne méritait plus de les voir sur moi. Je suis entrée dans la chambre sans précipitation, sans théâtre, sans aucun des gestes dramatiques que l'on imagine dans ces moments-là. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai traversé la chambre lentement, et je me suis avancée vers la table où l'avocat avait disposé ses documents. Il m'a regardé entrer. Et pour la première fois en 15 ans de mariage, 15 ans pendant lesquels j'avais appris à lire chaque nuance de son visage, chaque variation de son regard, chaque façon qu'il avait de cacher ce qu'il ressentait vraiment. Pour la première fois, j'ai vu sur ce visage quelque chose que je n'y avais jamais vu. Pas de la colère, pas de la honte même. Quelque chose de plus profond et de plus silencieux que ça. De la peur. Une peur réelle, nue, sans aucun déguisement possible. Pas la peur de perdre de l'argent. Pas la peur de répondre devant un tribunal. La peur de moi. De cette femme qu'il avait regardée partir avec son manteau gris et dont il avait dit, avec un rire tranquille, qu'elle reviendrait dans quelques heures. Cette femme-là était devant lui. Et elle n'était pas revenue comme il l'avait prédit. Elle n'était pas revenue par faiblesse. Elle était revenue par force. Je me suis approché de la table. J'ai sorti de la poche intérieure de mon manteau un seul papier plié avec soin.
Je l'ai déplié lentement et je l'ai posé devant lui, à plat, bien visible. Il a baissé les yeux vers ce papier et il a reconnu immédiatement la séquence alphanumérique, la même que celle de la feuille remise dans la brasserie le matin même, la même que celle que l'avocat avait présentée quelques minutes plus tôt. Mais cette fois, sous le code, il y avait quelque chose de plus. Une ligne écrite à la main, de mon écriture calme et très précise, l'adresse exacte du coffre à Dubaï, le numéro de l'édifice, le numéro du coffre et la date à laquelle il avait été enregistré à son nom. Une date qu'il n'avait jamais communiquée à personne. Une date qu'il pensait être connue de lui seul. Il a ouvert la bouche. Je lui ai parlé avant qu'il puisse prononcer un seul mot. Et je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tremblé. J'avais eu 2 ans pour vivre ce moment en pensée, pour l'anticiper dans ses moindres détails, pour traverser toutes les versions possibles de cette scène dans ma tête pendant les nuits où je dormais à côté de lui en sachant ce que je savais et en me taisant quand même. J'avais eu le temps de trouver exactement les mots que je voulais dire. Pas des mots de colère, pas des mots de vengeance, des mots de vérité, simples, précis, définitifs. Je lui ai dit que je savais tout depuis 2 ans, que chaque nuit pendant ces 2 années, j'avais joué le rôle d'une femme qui fait confiance, qui croit, qui attend, pendant que je construisais patiemment, pièce par pièce, un dossier qui serait irréfutable devant n'importe quelle juridiction. Je lui ai dit que chaque appel qu'il avait passé depuis l'Antarctique, chaque fois qu'il m'avait dit qu'il s'ennuyait de moi, chaque mot affectueux prononcé au téléphone pendant ce mois d'absence, j'avais écouté tout cela en sachant exactement ce qu'il faisait réellement de l'autre côté de la ligne. Et que cette double vie qu'il menait avec une telle tranquillité depuis 5 ans m'avait appris quelque chose d'essentiel sur lui. Que le mensonge n'était pas pour lui un outil occasionnel. C'était une façon d'être. Je lui ai dit que le dîner que j'avais préparé ce soir-là n'était pas de la naïveté. Ce n'était pas la preuve que je ne savais rien. C'était le dernier acte d'une femme qui fermait un chapitre. Que quand il m'avait dit de mettre une assiette de plus sur ma propre table, il n'avait pas humilié une femme désarmée. Il avait humilié une femme qui tenait dans sa main le dossier complet de sa ruine et qui avait simplement choisi ce soir précis pour poser le billet sur la porte du réfrigérateur et partir. Et que ce billet qu'il avait froissé et jeté à la poubelle en riant, ce billet dont il avait dit à son amante que c'était du théâtre, ce billet était l'annonce la plus précise et la plus réelle qu'on lui ait jamais faite dans sa vie. Je l'ai regardé un long moment en silence après avoir dit tout cela. Et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'oublierai jamais. Pas des larmes, pas des excuses. Juste cette expression-là. Cette expression d'un homme qui comprend, trop tard, l'étendue exacte de ce qu'il a fait et de ce qu'il a perdu. Pas les millions, pas les propriétés, pas la liberté qui allait lui être retirée dans quelques minutes. Quelque chose de plus difficile à nommer. La réalisation que pendant 15 ans, il avait vécu à côté d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment regardée, et que cette femme, qu'il croyait connaître entièrement, avait été capable de choses qu'il n'aurait jamais imaginées. J'ai dit la dernière chose que je lui dirais ce soir-là. Je lui ai dit « 27 millions d'euros, 15 ans, et tu as tout détruit, pourquoi ?» Il n'a pas répondu. Il regardait la table. Il regardait ses propres mains posées à plat devant lui, comme les mains d'un homme qui cherche quelque chose à quoi se raccrocher et ne trouve rien. Je me suis tourné vers l'avocat, et je lui ai dit, avec la même voix calme que j'avais eue tout au long de ces 2 années de silence nécessaire, « Vous pouvez appeler. » L'avocat a sorti son téléphone. Il a composé un numéro. Il a dit 3 mots. Il a raccroché. Et 8 minutes plus tard, on a frappé à la porte de la chambre. 2 policiers en civil sont entrés. Ils ont regardé mon mari. Ils lui ont demandé de se lever. Et il s'est levé. Il est sorti de cette chambre entre eux, sans résister, sans un mot, sans un regard vers moi. La porte s'est refermée. Et le silence qui a suivi était d'une nature que je n'avais encore jamais connue. Pas le silence de l'absence. Le silence de quelque chose qui vient enfin de se terminer. Mais ce que j'ai ressenti dans ce silence, et ce qui m'attendait dans les mois qui allaient y suivre, c'est ce que je vais vous raconter dans la dernière partie de cette histoire. La police est arrivée à la chambre à 19h12. Je me souviens de l'heure
Parce que j'ai regardé ma montre au moment précis où l'on a frappé à la porte. Pas par nervosité, par habitude. J'ai toujours regardé l'heure dans les moments importants de ma vie, comme si noter le temps exact était une façon de rendre les choses réelles, concrètes, définitives. Et ce moment-là, je voulais qu'il soit définitif pour toujours. Je voulais pouvoir me souvenir toute ma vie de cette heure précise. 19h12, un soir de novembre à Lyon, dans une chambre d'hôtel de la Presqu'île, comme le moment exact où quelque chose de très lourd a été posé par terre pour ne plus jamais être ramassé. Il n'a pas résisté, il n'a pas crié. Il n'a pas cherché à négocier, ni à expliquer, ni à retarder ce qui était en train de se passer avec les mots d'un homme qui croit encore pouvoir contrôler quelque chose. Il s'est levé quand les deux policiers le lui ont demandé. Il a mis son manteau lentement, avec des gestes mécaniques, comme quelqu'un qui accomplit des actes familiers dans un état de dissociation totale. Et puis, il a marché vers la porte. Et, à mi-chemin, il s'est arrêté une fraction de seconde. Il ne s'est pas retourné vers moi. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste arrêté, une seconde à peine, comme si une partie de lui voulait encore retarder ce passage d'une façon ou d'une autre. Puis il a continué à marcher. Et la porte s'est refermée sur lui avec un claquement discret sur le tapis bordeaux du couloir. Ce bruit, ce claquement simple et ordinaire d'une porte d'hôtel, c'est le son qui a mis fin à 15 ans de ma vie. Pas une explosion, pas un cri. Un claquement discret dans un couloir de la Presqu'île de Lyon par une soirée froide de novembre. Et c'est précisément comme ça que les grandes choses finissent, j'ai compris ce soir-là. Pas dans le bruit et le dramatique, dans le silence et le banal. Dans un son que n'importe qui aurait pu entendre sans rien comprendre de ce qu'il signifiait vraiment pour la femme qui se tenait de l'autre côté de cette porte. Je suis restée dans la chambre un long moment après que tout le monde fut parti. L'avocat avait rassemblé ses documents avec le même soin méthodique qu'il avait mis à les présenter, et avait pris congé avec une poignée de main ferme et brève. L'homme adossé au mur était sorti sans un mot, comme il était entré. Et il ne restait plus que la détective et moi. Elle était debout près de la fenêtre, de dos, regardant les lumières de Lyon qui s'allumaient une à une dans la nuit. Le Rhône brillait au loin sous les réverbères. La basilique de Fourvière dominait la colline de son éclairage blanc et froid. La ville continuait, indifférente et belle, comme elle l'avait toujours fait et comme elle continuerait de le faire longtemps après que tout ceci serait oublié. Je me suis approchée d'elle. Elle s'est retournée. J'ai regardé son visage de près pour la première fois depuis le début de tout ça. Depuis 2 ans que nous communiquions par messages codés, par appels brefs et précis, par rapports transmis à des heures improbables. Elle avait des yeux clairs et fatigués. Des yeux qui avaient en vue beaucoup de choses et qui ne cherchaient plus à les cacher derrière une expression professionnelle. Je lui ai dit merci. Elle a hoché la tête. Elle a dit que c'était une affaire difficile. Que 2 ans, c'est long. Que l'Antarctique était une expérience qu'elle ne recommencerait pas de sitôt. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai entendu dans sa voix quelque chose d'authentiquement humain. Quelque chose qui ressemblait à de l'épuisement partagé entre 2 femmes qui avaient apporté quelque chose de très lourd ensemble, chacune à sa façon, pendant très longtemps. Dans les mois qui ont suivi, les choses se sont déroulées avec la lenteur et la rigueur que la justice impose toujours. Le dossier était solide, inattaquable. Les biens immobiliers ont été bloqués dans les premières semaines. Les maisons, le manoir de Nice, les propriétés enregistrées au nom de tiers. Le coffre à Dubaï a été localisé et ouvert avec une autorisation judiciaire internationale. Les diamants étaient là exactement comme l'avocat l'avait annoncé. 3 millions d'euros en pierres précieuses, stockés dans un coffre au nom d'une société fantôme qu'il seul contrôlait. L'entreprise a commencé à récupérer progressivement. 27 millions d'euros ne reviennent pas du jour au lendemain, même avec les meilleures preuves du monde. Mais ils reviennent, avec la même patience que celle que j'avais mise à construire ce dossier pendant 2 ans. Le conseil de famille a voté pour me confier la direction générale de l'entreprise durant la période de redressement. J'ai accepté. Pas par fierté. Pas par besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que c'était nécessaire. Parce que cette entreprise avait été construite par des gens qui méritaient qu'elle survive à ce qu'un seul homme lui avait fait subir. Je suis retournée dans l'appartement quelques jours après cette nuit.
J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air froid de novembre. J'ai sorti la nappe en lin blanc du tiroir où je l'avais rangée précipitamment. Je l'ai lavée. Je l'ai repassée lentement. Je l'ai pliée avec soin et rangée dans l'armoire. Pas parce que j'allais oublier. On n'oublie pas 15 ans. On n'oublie pas 2 ans de silence nécessaires. Mais on continue. On range les choses proprement parce que c'est une façon de se dire que la vie qui vient mérite d'être vécue avec soin. Le bœuf bourguignon que j'avais préparé ce soir de novembre, je l'avais jeté avant de partir. Je n'y suis pas retournée. Mais un dimanche de janvier, plusieurs semaines après que tout fut terminé, j'ai rouvert la cuisine. J'ai sorti la cocotte en fonte. J'ai coupé les légumes lentement, sans me presser. J'ai préparé un bœuf bourguignon, pour moi seule. Et je me suis assise à ma propre table, avec une seule assiette, un seul verre, une seule bougie allumée. Et c'était bien, c'était même très bien, j'ai 53 ans. Et pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement qui je suis. Je suis une femme qui a choisi le silence quand d'autres auraient crié. Qui a choisi la patience quand d'autres auraient agi par impulsion. Qui a appris, au fil de 2 ans de nuits difficiles, que la chose la plus puissante qui existe n'est pas la voix qui explose dans la douleur. C'est la voix qui se tait, qui observe, qui construit et qui parle au moment exact où cela compte vraiment. Et lui, il répond de ses actes devant la justice. Seul. Sans entreprise. Sans maison. Sans les 27 millions. Et sans moi. Cette femme qu'il croyait connaître. Cette femme dont il avait dit, avec un rire, qu'elle reviendrait dans quelques heures. Je ne suis pas revenue comme il l'avait prédit. Et cette différence-là, entre revenir par faiblesse et revenir par force, c'est tout ce que cette histoire m'a appris sur moi-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.